Jean-Patrick Grumberg, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Tandem TV. Vous êtes journaliste et éditeur du média concernant Israël, israël247.org, qui diffuse de l'actualité sur Israël. Et j'ai souhaité vous intéresser aujourd'hui, car vous êtes un expert des États-Unis. Le président Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche depuis 3 jours et son arrivée suscite de nombreux espoirs. Donc j'ai besoin de vos lumières pour décortiquer le vrai du faux, les espoirs des illusions. En bref, qu'est-ce que nous, Israéliens, pouvons attendre de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui était encore une fois pleine d'espoir. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous décririez les relations entre Donald Trump et Israël pendant son premier mandat à la Maison-Blanche? C'était des relations exceptionnelles pour, le bien d'Israël. Donald Trump a toujours été un ami des Juifs. Son père déjà était un très grand donateur de toutes les synagogues de New York. Donald Trump avait suivi sur la lignée de son père. Il avait été honoré pour, la journée de Jérusalem qui, défilait à New York tous les ans. C'est un grand ami des Juifs, c'est un grand ami d'Israël. Ses petits-enfants sont juifs, sa fille s'est convertie au judaïsme, elle est mariée à un juif orthodoxe. Il aime Israël, il aime de tout son cœur Israël et pendant son premier mandat, il a fait des choses qu'aucun président américain avant lui n'avait fait pour Israël, Alors, factuellement. on va peut-être effectivement rappeler les grandes réalisations du premier mandat Trump parce que ça paraît loin pour certains, mais on peut citer notamment la reconnaissance du Golan comme faisant partie de l'entité territoriale israélienne, et puis la réalisation d'une promesse de campagne qui fait suite, corrigez-moi, à une décision du Congrès américain de déplacer officiellement l'ambassade américaine à Jérusalem. Beaucoup avaient oublié que c'était un vote du Congrès et s'étaient dit que le président Trump s'était réveillé un matin avec cette décision-là, mais c'était bien une décision du Congrès, que plusieurs présidents n'avaient pas honorée, dont lui avait fait la promesse et que lui a effectivement réalisé pendant sa première mandature. Absolument. Et d'ailleurs, son prédécesseur, Barack Obama, avait promis pendant sa campagne électorale de le faire. C'était pour s'attirer un peu plus de votes juifs. Et puis, dès qu'il a été élu, il a immédiatement et rapidement oublié d'honorer sa promesse. En fait, la loi existe depuis très longtemps au Congrès et elle stipule que le président, tous les 6 mois, peut renoncer à l'appliquer si les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Et donc, ils se servaient tous de ça sur les conseils du département d'État, qui est, hélas, anti-israélien, pour ne pas honorer cette promesse. Alors, on a beaucoup entendu parler d'Israël, des otages pendant la campagne électorale américaine. Comment est-ce que vous l'expliquez? Eh bien, un sondage a été réalisé il y a une dizaine d'années aux États-Unis et il indiquait ce chiffre invraisemblable que 88 des Américains sont favorables à Israël et 12 étaient du côté des Palestiniens, c'est-à-dire des habitants de Gaza et de Judée-Samarie. Et donc, il y a un amour profond qui va au-delà des intérêts, qui va au-delà de, de toute politique, qui est émotionnel des Américains envers Israël, envers les Juifs. Cette tendance baisse par la fonction des médias qui sont là pour inciter les jeunes, mais donc il y a traditionnellement cet amour. Et on l'a vu à chaque fois que Donald Trump était en campagne, lorsqu'il parlait d'Israël, lorsqu'en 2016, il parlait de déplacer l'ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem, il y avait une ovation dans la salle, les gens criaient, les gens hurlaient, applaudissaient pendant plus longtemps que pour des promesses de campagne concernant simplement les Américains. C'est très, très émotionnel chez les Américains. Alors, il est arrivé à la Maison Blanche, il avait fait, des grandes déclarations concernant le retour, alors des otages ou de tous les otages, mais effectivement, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Au-delà de la guerre, de la question des otages, quels sont les grands enjeux de la présidence de Donald Trump concernant Israël? Les grands enjeux de Donald Trump concernant Israël, il faut comprendre que Donald Trump a une priorité et une seule dans sa vie politique, c'est le citoyen américain. Son objectif, c'est que chaque citoyen américain, et plutôt la middle class, c'est-à-dire les classes moyennes et un petit peu inférieures, ait une meilleure vie.
c'est ce qui le concerne, c'est ce qui le touche personnellement. Et donc Israël n'est pas au cœur de ses préoccupations. Par contre la paix générale et la position des États-Unis dans le monde, ça, c'est quelque chose de très important pour lui. Et donc, il veut que le Moyen-Orient se stabilise, comme Israël est le premier ami des États-Unis et le premier allié également des États-Unis, tout tournera évidemment autour des intérêts d'Israël au travers des priorités du président Trump. Donc ça veut dire que des questions de sécurité comme les bases militaires américaines en Arabie Saoudite, comme le danger iranien nucléaire, c'est au cœur de ses priorités. Absolument, absolument, indiscutablement. Souvenez-vous que dès qu'il était arrivé au pouvoir en 2016, il s'était retiré des accords sur le nucléaire qu'il trouvait ridicules et qu'il avait critiqué même bien avant de déclarer sa présidence. Et il a répété encore une fois, et d'ailleurs beaucoup de voix conservatrices ont toujours dénoncé ces accords comme étant aberrants et ridicules. Alors, par rapport à ces enjeux stratégiques, est-ce que vous pensez qu'un des axes de la politique de Donald Trump sera l'élargissement des accords d'Abraham? Et comment ça pourrait se mettre en place? Je pense que c'est une des priorités parce que souvenez-vous que pendant les 4 ans qui viennent de se produire, tous les médias, régulièrement, ont parlé des accords à Abraham. Évidemment, ils ont pris soin de cacher qu'ils avaient été l'œuvre du président Trump parce ils détestent Donald Trump, mais les accords d'Abraham sont considérés comme un accomplissement majeur et Donald Trump en est très fier. Et donc, il veut les élargir, il voulait les élargir, mais il a perdu les élections de 2020 et donc son premier objectif, c'est évidemment l'Arabie saoudite qui va déclencher derrière l'adhésion d'un grand nombre de pays sunnites avec, l'Indonésie, notamment. Alors, je sors de la question purement américaine, mais certains ont l'espoir qu'un rapprochement avec l'Arabie Saoudite et derrière avec d'autres pays musulmans sunnites pourrait contrer la vague d'antisémitisme qu'on a vu se déferler depuis le 8 octobre. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Pas du tout, absolument pas. Souvenez-vous qu'il y a environ un mois, le responsable, le chef de l'Arabie saoudite, Ben Salman, a déclaré: «Mes citoyens sont pour Gaza et moi je m'en fiche». Regardez l'Égypte qui est en paix avec Israël, qui a été le premier pays musulman en paix avec Israël. Le taux d'antisémitisme là-bas est très fort et ils rêveraient de déchirer les accords de paix. Pareil en Jordanie. Je pense que l'antisémitisme musulman est inscrit dans le Coran, il est inscrit dans la culture, dans la tradition, dans l'éducation. Et donc, il faut faire un distinguo très fort entre la politique du pays et la population qui reste partout dans les pays musulmans, même en Azerbaïdjan, qui est un grand allié aujourd'hui stratégique d'Israël. J'ai regardé il y a quelques mois parce que je voulais comparer la situation avec l'Arménie à côté. Le taux d'antisémitisme est très élevé, même chez eux. Alors, si on élargit notre sujet au-delà des accords d'Abraham, se pose dans l'immédiat la problématique de la libération des otages, de l'avenir des Gaza et puis de la situation en Judée-Samarie. Est-ce qu'il y a des positionnements clairs qui ont été faits par Donald Trump sur ces sujets? Alors, par Donald Trump, pas précisément récemment, mais les gens qu'il a nommés, oui, absolument. Il vient de nommer son ambassadrice auprès de l'ONU, comment elle s'appelle? Elly Stefanik, qui a déclaré devant la commission du Congrès lors de son audition, elle a dit: «Israël a un droit biblique sur la Judée-Samarie». C'est une déclaration extrêmement forte. L'ambassadeur des États-Unis auprès d'Israël, Mike Huckabee, a déclaré récemment: «La Cisjordanie, enfin West Bank en anglais, ça n'existe pas. Il existe la Judée-Samarie» et il a déclaré récemment également, il a dit: «Nous, Amérique, sommes fondés sur la tradition judéo-chrétienne, pas sur la tradition cisjordano-chrétienne». Et donc ce sont des messages très forts et très clairs. En ce qui concerne Donald Trump, il avait déjà esquivé l'idée que la Judée-Samarie pourrait être redessinée pour les intérêts israéliens et
créer un État palestinien avec une capitale qui serait en banlieue est de Jérusalem, certainement pas à Jérusalem. Et puis tous ces plans sont partis à l'eau avec les élections de 2020. Mais en réalité, je ne pense pas, je ne pense pas que Donald Trump serait opposé si le gouvernement israélien se prenait du courage de décider que la Judée-Samarie, en tout cas la zone C, la zone réservée à Israël, devienne israélienne et revendique la souveraineté d'Israël dessus. Alors effectivement, ça fait partie des hypothèses, auxquelles on pense. L'accord qui a été, signé, qui a commencé à être mis en place avec le Hamas, laisse entendre qu'il y a une grosse contrepartie que l'administration américaine, à un moment ou un autre, va donner en Israël. On n'est pas dans le secret, mais on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas cette contrepartie qui pousse le gouvernement israélien, en particulier Benyamin Netanyahou, à accepter cet accord si lourd en libération de terroristes. Une des options pourrait être effectivement le futur de la Judée-Samarie. Une autre option à laquelle beaucoup pensent, c'est, la problématique de l'Iran, dont beaucoup disent que l'arme nucléaire est quasiment prête, et qui continue à menacer Israël de manière directe et à travers ses proxys. Alors, là-dessus, je ne peux pas vous répondre parce que je suis un journaliste à l'ancienne, à savoir que je fais du journalisme beaucoup plus basé sur les faits, sur les déclarations des gens et des uns et des autres, sur la réalité que je commente et que je présente, et je suis moins dans la spéculation. Et donc, je ne connais pas la pensée des uns et des autres, je ne sais pas lire dans la pensée de Donald Trump, et donc je ne pourrais pas vous dire ce que Donald Trump a derrière la tête ou ce qu'il a pu promettre en coulisses. Je n'en ai aucune idée. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que les intentions de Donald Trump sont extrêmement favorables pour Israël et je doute très fortement qu'ils aillent à aucun moment contre l'intérêt de ce pays. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question de la place d'Israël sur la scène internationale. On a parlé d'un éventuel élargissement des accords d'Abraham. Est-ce qu'une politique pro-Israël de la part de l'administration Trump pourrait repositionner Israël, dans le cercle des nations, comme on dit? C'est difficile de vous répondre, c'est difficile de vous répondre. Je pense que, Israël est le juif des nations. Je pense que l'antisémitisme, nous l'avons vu avec, le après le 7 octobre, l'antisémitisme a toujours été là. Il dormait, il était sous-jacent et puis il est remonté brutalement. J'ai lu, il y a quelques jours que depuis la libération des 3 otages, il a encore explosé de nouveau. Je pense qu'il y a un fond d'antisémitisme chez les dirigeants d'un certain nombre de pays occidentaux. Les les gouvernements ne sont pas libres aujourd'hui en Europe parce qu'ils ont une forte population musulmane. Ils ne sont pas libres de déclarer Israël comme un ami, même s'ils le pensaient, même si certains le pensent. Je ne suis pas certain qu'il y ait une modification profonde de géopolitique envers Israël de la part des pays européens. Merci beaucoup pour cet échange. C'était un plaisir d'être avec vous sur, Tandem TV. Nous n'hésiterons pas à vous réinviter en fonction de l'actualité. Encore une fois, l'arrivée de Donald Trump risque de bouleverser le Moyen-Orient, autant par, quelques-unes de ses déclarations que, les proches qu'il a nommés à des postes clés, au niveau des Nations unies ou des relations internationales. Jean-Patrick Grimberg, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous, Merci beaucoup. à très bientôt. À bientôt.